J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous dit Schtroumpf évidemment qu'on est giga chaud. Salut à toi le petit Gloopsy aussi. Premier message de Gloopsy si je dis pas de bêtises. 1752 qui nous dit hi. Luzzario qui est avec tout. Joker évidemment. Taku. Yogi Miz qui dit hey salut coucou Sylvain. Salut, coucou Sylvain, comment ça va? Transition toute pétée, tu sais. Bien sûr, évidemment. On n'arrête pas. Ouais. Après la matinale d'hier, ouais, super. Non, c'est vrai que 2 fois sur Twitch cette semaine. Voilà, exactement. Sylvain, calme, quoi, au calme. Ça y est, le mec pose ses valises sur Twitch, quoi. Allez, on y va. On installe les sujets quand même. Ça raconte quoi en ce moment, là? Ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Ça se prépare. Sérieusement. Non, on affûte les sons, on affûte les yeux, on affûte tous les instruments pour tester les premiers téléviseurs qui vont pas tarder à arriver. Ah, tu me parlais de gros tests TV début d'année qui vont c'est pas ça. tarder à On arrive, ça devrait arriver fin mars, tout début avril, les premiers modèles de 2026. Okay. Puis après, ça va s'étirer jusqu'au mois de juin, peut-être mois de juillet. Ok, ouais, une belle période qui t'attend là. Mm-hmm. Comment ça va, mon bon Nico? Ça va, écoute. Toujours bien. Ça va. Moi, je suis plutôt dans l'après. C'est plus la préparation. C'est là, on a eu un enchaînement 2 semaines avec plein d'annonces, Samsung, Google, Apple, plein de tests. On commence à redescendre. Donc, la semaine prochaine, on va peut-être pouvoir se reposer. Puis, en plus, les calendriers commerciaux, ils ont un peu évolué dans Samsung cette année. C'était un peu plus tôt que l'année dernière. Un peu plus tard que l'année dernière. C'est en janvier. Ouais, ça en janvier, mais là du coup ils se sont retrouvés fin février, sauf que Google avait aussi planifié le lancement de ces 10A fin février et qu'Apple nous a fait la surprise de faire quelque chose début mars. Donc du coup tout le monde s'est retrouvé en même temps avec le Mobile World Congress, toutes les annonces de toutes les marques simultanément. Donc ça fait beaucoup de tests, mais on commence à en sortir. Tu fut une époque où Samsung faisait ça en février de mémoire. Ils faisaient le Mobile World Congress en fait. WWDC fin février. Ça fait partie de ma grande théorie sur pourquoi le Mobile World Congress, l'IFA et tous ces annonces sont devenus nuls. Enfin, c'est qu'un avis personnel. Ouais, mais c'est nul à chier, le dit. Pendant longtemps, c'était drivé par les marques comme Samsung. Oui. Quand tu avais le Mobile World Congress, tu avais la presse du monde entier qui venait, qui commençait le Mobile World Congress par le nouveau Galaxy, et ça rendait l'événement super intéressant. Et derrière, toutes les autres marques venaient exploser en se disant on profite que les gens soient là pour Samsung pour présenter nos trucs. Là, maintenant, comme toutes les marques ont leur propre calendrier et que les Samsung et Co, ils viennent exposer les produits qu'on a déjà vus, le salon a beaucoup perdu en intérêt. Et d'autant plus que je rajouterais une petite chose. L'année dernière, au mois de septembre, et là, cette année encore plus, Apple, ils ont trollé un peu le truc quand même. Parce que ça a été annoncé en plein milieu, septembre, juste en plein milieu. Et là aussi, c'est pareil, en plein milieu du salon, bam, on te balance 3-4 jours de petites annonces. Alors, distillées à base de, finalement, communiqués de presse ou choses comme ça. Il n'y a pas eu de vraie keynote autant qu'ils en faisaient jusqu'à présent. Mais tu sens quand même que voilà, il y a une idée de se rapprocher un peu des salons quand même. En fait, c'est vraiment un des modes opératoires d'Apple qui est méconnu. On a l'impression qu'Apple ignore la concurrence. Mais non, Apple sabote la concurrence, mais subtilement. C'est pendant longtemps, c'était au moment... alors là, aujourd'hui, ça aurait moins d'importance, mais à une époque, quand tu avais les bêtas d'iOS avec des grosses nouveautés, tout le monde attendait ça, et ils te balançaient la nouvelle bêta d'iOS en pleine Galaxy Unpacked d'août, tu vois. Du coup, tu as tous les journalistes qui en pleine Google I.O., tu sais. Mais ils ont déjà sortir une bêta en Google I.O. ou sortir une invitation pour la WWDC en pleine Google I.O., c'est le genre de truc qu'Apple fait. Donc du coup, comme ça, tu te dis, mais quel impact? Mais la réalité, c'est que les journalistes qui sont là, étant des journalistes tech, et Apple étant la marque qui souvent fait le plus d'audience en tech, pour eux, forcément, ça les perturbe. Donc, tu as des gens qui sont là en pleine conférence Samsung et qui sont en train de checker en même temps l'invitation d'Apple ou le truc d'Apple. Donc, Apple est fort pour saboter les trucs des autres comme ça. Je claque une petite bise à Roosevelt, le bon Batix évidemment, NeuroSteph Live qui nous dit salut nos merveilleux experts. C'est toujours trop noir, toujours avec nous, ça fait plaisir. Yogi Miz qui dit on a fait quelques déplacements ensemble au MWC avec Sylvain il y a quelques années. Mais qui êtes-vous? Tu connais ou pas? Je connais. Alors peut-être. Tu connais il faudrait le nom et la. Bah vas-y, Yogi, balance ton blaze. Du blaze, effectivement, sous ce pseudo. Johan. Le pseudo, je le connais, mais je me rappelle plus. Johan qui? Attends. C'est Johan Duriez-Miz. Attends, on connaît bien, mais t'es même passé dans les locaux il y a quelques mois, non, si je dis pas de conneries. Ça c'est oui, je vois très bien. Ok. Bon, on passe au sommaire, les amis. Oui. On va parler d'enceintes connectées avec Sonos, mais aussi d'iPhone 17e,
Nico, il a testé déjà le bel iPhone 17e. Il est là en plateau. Il est là. Non, je sors ma gueule comme ça. Vous le voyez rose ou pas? Donc on va parler évidemment de l'iPhone 17e. Le test est déjà disponible dans les colonnes Numérama si vous voulez aller le voir. On va parler également d'une petite polémique qui entoure un petit peu la ChatGPT OpenAI, ou du moins mélanger un petit peu Anthropic. On va essayer de décrypter ça tous ensemble. Et puis on aura aussi un autre test, celui des écouteurs Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Je l'ai bien prononcé. C'est facile. Mais une personne met les chiffres au même endroit, ça va faire. J'ai galé, on a fait 15 reprises, monsieur, je galère. Pro 4, ah non, mais moi je les appellerais les écouteurs, ça suffit. Les nouveaux Samsung, c'est super. Bon, allez, c'est parti, un petit jingle. On va commencer par quoi? Un petit jingle Bot Expresso tout de suite. Allez, c'est parti, jingle d'Expresso. On va parler de Sonos qui a vécu quand même une année 2025 assez compliquée avec des gros déboires au niveau de son application. C'était un peu le bordel, on peut le dire. Sauf que là en 2026, ça y est, ils reprennent un peu du poil de la bête et ils ressortent des nouvelles enceintes, 2 au total, Sylvain, la Play et la Era 100 SL. Comment ça se positionne ces deux enceintes, comment elles se positionnent dans la gamme, pardon? Ouais. Alors donc ils ont sorti effectivement la Play et la Era 100 SL plus exactement. Alors la Sonos Play en fait c'est une enceinte qu'on va voir un petit peu après dans les détails au niveau caractéristiques techniques. L'idée c'est que c'est une enceinte mobile qui peut se placer entre la Roam 2 et la Move 2. Voilà. Ok, donc c'est celle qu'on voit là à l'image notamment. Alors effectivement ça c'est la Play qu'on voit à l'image, donc avec finalement un format qui reste compact mais qui est plus gros que la Roam 2 et qui est plus petit que la Move 2. En termes de prix aussi c'est pareil, la Roam 2 on est à 199€ et la Move 2 on est à 200 ou 300... de 499€ quand même. On est largement au-dessus. Alors tout ça pourquoi en fait? Donc là on a en fait 2 tweeters qui sont embarqués à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Ils sont assez inclinés. Donc on a dit qu'elle était plus compacte que la Move 2. Ouais. On a une petite poignée comme on peut voir effectivement derrière qui permet de la balader un peu plus facilement que juste de la prendre avec les mains parce que on l'a vu sur la première image en fait. Voilà, elle a quand même un bon petit diamètre. Ouais. Il y a un petit port aussi pour bloquer le microphone puisqu'elle est dotée d'un microphone. On peut s'en servir comme kit main libre, mais aussi elle embarque des assistants vocaux, les fameux assistants vocaux dont on entend beaucoup parler. Et on se parle évidemment d'autonomie. Qui dit enceinte, nomade dit autonomie. Et Sonos nous annonce une autonomie de 24 heures sur cette enceinte. Donc c'est beaucoup 24 heures si on doit situer un peu dans le paysage des. Non, c'est pas mal effectivement. Donc ça permet de l'emmener dans un week-end sans avoir forcément le chargeur, sachant que maintenant elle se recharge sur un boîtier, sur un socle relativement classique. C'est ce qu'on a vu, je crois, le petit socle là, exactement. Comme ça. Pas mal, et avec un port micro, un port USB-C. Ok, pas du micro, je me disais. Non, USB-C. Et du coup, qui est totalement universel aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Autre avantage aussi, on peut la mettre là, elle est posée à côté de l'évier, mais on pourrait la renverser dans l'évier puisqu'elle est IP67. On me chauffe pas. Faut faire le test, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'elle peut plonger dans l'eau, il n'y a pas de souci. On peut l'emmener à la plage aussi, elle résiste au sable, à la poussière et tout ça, il n'y a pas de souci. Pas mal. Et elle a également, double connectivité puisqu'elle fait Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6. Ok, d'accord. Et donc son avantage finalement, c'est qu'elle va pouvoir s'appairer avec tout le système, l'écosystème Sonos, et donc jouer la même musique que les autres enceintes ou jouer une musique différente en fonction de l'application qu'on aura bien voulu télécharger sur son smartphone ou sur tablette. L'écosystème Sonos, c'est un écosystème même assez fermé, si on peut un peu rappeler quoi. C'est complètement fermé. Faut l'application Sonos avec que des appareils Sonos. Quoi. Exactement. C'est un peu l'idée, tout à fait. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'en fait, on peut faire jouer, on peut installer les enceintes dans différentes pièces. Et du coup, via l'application, jouer la même musique dans exactement toutes les pièces, donc du coup sur toutes les enceintes, ou finalement dire, dans la pièce, dans la chambre, je veux jouer telle musique, dans le salon, je veux jouer telle musique, dans la cuisine, telle autre musique, et tout ça, ça se synchronise via cette application qui fonctionne de mieux en mieux. Question très intéressante, on nous dit, ma question concerne les cheveux de Grégoire, jusqu'où ira-t-on? Ah non, pardon, je me trompe de... C'est le bon qui glisse. On veut une réponse maintenant. Ouais, j'ai prévu d'aller chez le coiffeur, les gars, c'est un peu le bordel, je vous l'admets, mais ça tient chaud pour l'hiver. Voilà.
Oui, mais là, on arrive bientôt au printemps quand même. C'est plus l'hiver, bordel. Je suis bien. T'es pas abonné comme le fameux supporter de je sais plus quelle équipe. Manchester United. C'est ma légende, lui. Mais moi, j'y crois pas. C'est un king, hein. J'arrive pas à croire comment ça peut pousser aussi vite. Mais là, on a un débat parallèle. Attends, mais ça fait longtemps que ça fait plus d'un an et demi qu'ils sont pas gagnés 5 matchs d'affilée. Oui, mais je crois que son défi, il l'a commencé il y a moins d'un an. Je me demande s'il l'a pas commencé. Bon, là, on s'est vraiment aventuré sur autre chose, mais il a vraiment des cheveux, c'est d'une longueur impressionnante. Ouais, on diverge un peu, je l'admets, mais sujet, moi, qui m'a aussi passionné en parallèle des matchs de United. Bref. D'accord, moi j'ai pas de problème de ce côté-là, il y a pas de souci. Du coup, là on était sur la Play, c'est ça? Ouais, sur la Play. Alors dernière petite précision concernant la Play, le tarif forcément, la disponibilité, hein, c'est le nerf de la guerre quand même. On est à 349 €. Ah, c'est cher. C'est quand même moi je trouve que ça pique un peu quand même. C'est la plus chère des enceintes portables de Sonos. Les plus petites. Il y a l'autre à 499. Les plus petites, il y en a une à 199 et l'autre est à 499 effectivement. Disponibilité fin mars. 31 mars, bientôt, ouais. Est-ce qu'on considère ça comme quand même un peu chéros par rapport au spec? C'est un peu... On peut le dire. Alors après, Sonos n'a jamais été... très bon soundcore à 100 balles, 150 balles, toi aussi en portatif. J'en ai chez moi. Du JBL, effectivement, aussi, qui proposera un meilleur rapport qualité-prix très certainement. Ouais. Après, il faut en voir comment ça sonne. Et puis après, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, de l'intégrer à un système Sonos qui est déjà existant. T'as la partie connectivité, tout ça, tu peux lui parler. T'as dit Sonos, toi, chez toi, Nico, ou j'ai une barre de son Sonos, mais que je n'utilise pas avec l'application Sonos. Tu sais, c'est aussi compatible AirPlay, Google Cast, tout ça. Donc, du coup, j'ai des HomePod et une barre Sonos et tout fonctionne ensemble, mais avec AirPlay. Ok. Du coup, excellente transition que tu... avec les prochaines. Avec les quoi les prochaines enceintes. La deuxième. La deuxième, exactement. Ensemble, les ERA 100 SL. Alors là, c'est quoi? C'est encore plus haut de gamme ou non, pas du tout. Alors là, justement, pour répondre à ta question et pour répondre à ta barre de son, tu vas pouvoir installer des ERA 100 SL derrière pour avoir les petits effets sur round. Ça c'est cool. Et ça, je suis pas encore passé aux questions de basse. Des fois, je me pose la question, donc c'est pas mal. Alors, le question de basse, effectivement. Après, je suis passionné. Bien sûr. Il faudrait y passer quand même un petit jour. Je sais. Ah, c'est ça. C'est vraiment pour avoir le côté surround. Ouais, exactement. Alors, elle fonctionne donc évidemment avec fil. Par contre, pour le coup, on est obligé de les brancher. Donc là, il va falloir quand même qu'il y ait une prise derrière. Après, j'ai pas un immense salon, ça c'est un peu compliqué pour des enceintes surround qui fonctionnent sur batterie parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que tu les recharges assez régulièrement, que tu les enlèves de l'emplacement et tout ça. Donc c'est un peu embêtant. Donc du coup, ça reste des enceintes filaires quand même. Mais l'idée, c'est que il y a déjà des enceintes qui existent comme ça, c'est les ERA 100. Oui. Et là, on passe au ERA 100 SL. Alors SL pourquoi? Je dirais pour Surround Light. Même pas. C'est presque plus simple que ça, mais c'est pas forcément évident. C'est speechless. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes que les ERA 100, mais sans microphone. Les ERA 100 en fait ont un microphone avec lequel tu peux discuter et du coup invoquer les fameux assistants personnels. Celle-ci, n'en a pas. Pas de microphone, donc du coup, pas de. Ce qui est limite un avantage. Et voilà, pour certaines personnes. Pas d'assistants vocaux, du coup. Pas d'assistants vocaux. Si t'en as déjà, si t'as un Google Home quelque part, avoir toutes tes enceintes qui parlent, ça sert à rien. T'imagines, d'un coup, on te répond en chœur chez toi, tu sais. Oui, j'ai lu. Moi, ça m'arrive, ça. C'est un enfer, mais bien sûr. Moi, j'ai qu'un S Mini à la maison, donc ça va, tu vois. Alors, toi, t'en as plusieurs et du coup, ça. Plus les téléphones, en fait. Il suffit parfois qu'un truc se déclenche ou que ce soit pas compris, et d'un coup, tu vas avoir. Tu vois, c'est bête, mais ma barre de son Sonos est sur Alexa, j'ai un Google Home et j'ai des HomePod. Du coup, j'ai les trois. Donc, parfois, alors, t'as des choses qui déclenchent les trois en même temps, et c'est un enfer. Normalement, tu le déclenches chacune avec un mot-clé spécifique. Normalement, tu déclenches, mais parfois dans des pubs où il va y avoir des choses qui t'as des bruits qui réussissent à en déclencher deux en même temps, ou alors il va mal comprendre un prénom et les deux vont se lancer et ça part vite en carnage. Les trois IA discutent entre elles en enfer, t'imagines un peu. Oui, c'est déjà arrivé, ils ont fait déjà des tests comme ça avec les IA qui. Tu disais s'il n'y a pas de microphone par rapport au ERA 100, et du coup c'est un peu la même fiche technique à côté, c'est grosso modo la même chose. Effectivement, techniquement à l'intérieur c'est la même architecture acoustique avec deux tweeters qui sont orientés sur le côté, et on a un woofer en fait qui est 25% plus grand que l'ancienne Sonos One, qui est aussi une enceinte de l'écosystème Sonos. Donc elle est Wi-Fi quand même aussi, Bluetooth aussi, entrée USB-C, et pour qui permettrait potentiellement de brancher en fait une platine vinyle comme on le voit sur cette belle illustration, avec un adaptateur quand même pour aller bien comme il faut.
Combien ce petit... Combien Eh bien, si, écoute, celle-ci s'arrache actuellement sur le site amazon.fr.com et tutti quanti aux alentours de 199 €. La paire Non, l'unité. L'unité. Là, c'est pareil, voilà, on n'est pas dans le cheap et dans le ultra pas cher et ultra abordable. On est à 199 €, c'est 30 € de moins finalement que la RA100 qui elle a un microphone. C'est pas beaucoup 30 € de différence quand même. C'est pas beaucoup, ouais. Et l'Ordibus qui dit pareil. Ouais, limite, pour le coup, ça donne envie. Tu me dirais, c'est 100 € de moins. Je dirais, bah, c'est cool, si t'en as pas besoin. 30 € de moins pour la version allégée, c'est frustrant. Et l'Ordibus qui trouve que ça pique encore au niveau des prix. Et je trouve que, Sonos, alors, je remets pas en cause leur talent et leur qualité d'appareil, hein, mais il est vrai que quand tu regardes un peu le marché des enceintes portables, portatives, t'as des très bons trucs ailleurs, je trouve, peut-être un peu moins cher aussi. Ouais, après là, l'idée, encore une fois, c'est d'être à l'intérieur de son système évidemment. Sonos. Si j'ai déjà une barre de son, du coup, j'aimerais bien avoir des enceintes à l'arrière pour l'effet surround. Et du coup, il va falloir que je m'équipe chez Sonos parce que sinon, il faut que je change la barre de son pour avoir un système complet et qui fonctionne parfaitement en totale synchronisation. Merci Sylvain pour ce petit... c'est tout récent, hein, ça vient de sortir hier. C'était aujourd'hui, hier. C'était hier. Belle communication. L'actu n'attend pas sur Unlock. Les vieilles phrases, tu sais, comme ça, cliché. Attends pas. Tu es chaud. Oh merde. On va passer à la suite, on va passer à un petit tech shot et attention, jingle, vous allez voir jingle. C'est du jingle. On peut remercier le bon Vic qui a bossé 3 mois dessus. Non, j'ai bossé petite touche à plein temps. Jordibus qui dit GG les jingles. Que pensez-vous d'une jingle dans le chat ça... Pourquoi faire un iPhone? On a pris un truc classique, c'est 3, on a pris un espèce de format un peu générique, ça peut être... Mais j'ai envie de te dire, qui te dit que c'est un iPhone? Aujourd'hui, tous les téléphones se ressemblent. Alors ok, il y avait peut-être une encoche, je te l'admets. Il y avait une encoche ou pas? Je crois, je pense que c'était vraiment un iPhone à 100%. Les pompiers sont aussi dans le jingle. On entend le pompier? On entend les pompiers derrière? C'est possible. Il y a des sirènes depuis 10 minutes, c'est assez l'enfer. C'est pas en 120 Hz, nous dit Schtroup. Ouais, comme l'iPhone, ça tombe bien. Ça dépend duquel, ça dépend si la promotion ou pas. Tech Shot, vous connaissez le principe. 1 minute, 2 minutes, 1 minute 30, c'est un peu à la carte. Pour résumer, une petite actu, et aujourd'hui on va parler du projet Helix. Microsoft officialise une nouvelle Xbox via un simple tweet, Nico. Oui, c'est la fin de la guerre PlayStation-Xbox, figurez-vous. Alors non pas que la Xbox est morte, mais en tout cas, Microsoft ne va pas lancer sa Xbox en même temps que la PS6, comme ça a pu être le cas sur les 15 dernières années. Les 2 dernières générations, on avait vraiment la Xbox One et la PS4 en même temps, la Xbox Series et la PS5 en même temps. Là, c'est fini. Maintenant, Microsoft va prendre un petit peu son indépendance et surtout casse complètement le modèle. La grosse annonce qui a été faite la semaine dernière, c'est que la prochaine console de Microsoft est en développement. Son nom de code, c'est Projet Helix. Et quand je dis console, c'est vraiment un mot un peu extrapolé sans doute parce qu'on est sur un produit qui est moitié PC, moitié console. Donc dans l'idée, on est sur une nouvelle génération qui sera capable de faire tourner tous les jeux des précédentes Xbox, mais qui aura Steam, qui aura l'Epic Game Store, qui aura le Xbox Store et qui pourra faire tourner tout le catalogue de jeux PC. Donc Microsoft finalement abandonne le marché des consoles complètement standalone avec un écosystème fermé. Est-ce que c'est une preuve d'échec ou est-ce qu'au contraire c'est une volonté d'aller beaucoup plus loin et de devenir la plateforme référence en jeux vidéo? Ça, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Mais il n'y aura pas d'Xbox positionné face à la PS6. On va avoir un produit qui sortira très certainement en 2027, début d'année, qui sera capable de faire tourner tous les jeux de la console, les jeux PC, et qui sera bien plus puissant que la PS5 qui n'aura pas de successeur avant quelques mois malheureusement. On est un peu refait sur une stratégie d'hybridation au niveau de la console pure, quoi. Alors, c'est ça, c'est finalement un peu ce qu'on a commencé à voir sur les consoles portables. Je pense au Steam Deck, je pense au ROG Ally. C'est des produits finalement qui se veulent concurrents de la Switch, mais qui sont des PC en dessous. Et pour Microsoft, qui est derrière Windows, qui propose le Xbox Game Pass sur PC, il y a une forme de continuité tout à fait logique d'aller là-dessus. C'est évident, je pense que si les Xbox se vendent
vendaient aussi bien que les PS5, ça serait pas dans l'intérêt de Microsoft de tuer son écosystème, sa console. Maintenant, ils voient bien que ça fait 2 générations que ça va moins bien par rapport à ce qui a pu être fait il y a quelques années. Donc, c'est assez logique de tenter de prendre une route différente, de dire voilà, on ne veut plus concurrencer PlayStation, c'est plus notre cible principale. Nous, on veut être le leader du jeu vidéo avec un PC qui est capable de faire tourner des jeux de Xbox. Maintenant, la grosse question, ça va être le prix, et ça, on ne sait pas encore. Comme d'habitude, dans ces nerfs de la guerre, et ça rebondit parfaitement ce que dit Candil qui dit Microsoft, qui prend juste acte de leur défaite face à Sony quand la société est dirigée par des gens qui n'ont jamais joué à un jeu de leur vie, ça annonce la couleur. Et ça rebondit un peu ce que tu dis sur le fait que ça fait 2 ans qu'ils sont un peu en deçà, etc. C'est 3 qui nous disent que ça sera une console hyper chère ou un PC low cost. Ça sera plutôt une console hyper chère. Ce qui a l'air de se dessiner, c'est qu'ils vont vouloir faire un package ultra puissant. Au moment où ça va sortir, ça sera sans doute une des machines les plus puissantes au monde pour jouer au dernier jeu. J'imagine qu'ils vont, s'ils sont malins, ils arrivent à le positionner juste après GTA 6, en admettant que GTA 6 sorte à temps. Donc ça sera vraiment présenté comme le meilleur moyen de jouer à GTA 6. Et ça parlera autant aux joueurs de PC qui ne peuvent pas jouer à GTA 6 sur leur PC qu'aux joueurs de console qui auront du coup une meilleure plateforme que la PS5 Pro. Donc on risque d'être sur un produit très cher. Il y avait des rumeurs il y a quelques temps qui annonçaient au-dessus des 1000 €. Donc on serait vraiment sur une cible. Oui, parce qu'en soi, à partir du moment où c'est un PC, Microsoft parle positionnement de dire vous avez n'importe quel PC gaming ou si vous voulez le top du top de l'expérience, on a notre machine Xbox qui fait tout. Donc on annonçait ça. Il y a des rumeurs un petit peu plus récentes qui pourraient être confirmées dans les prochains jours. On sait qu'il va y avoir, dès ce soir, là, au moment où on parle, il va y avoir une conférence Xbox où ils vont discuter de ça. Donc peut-être qu'on va avoir des pistes, mais il se pourrait que Microsoft prenne le pari de casser ses marges pour avoir un prix un petit peu plus raisonnable, autour des 800 € peut-être, mais vraiment pour la positionner en face de la PS5 Pro. Mais on ne sera pas sur un produit low cost. Et c'est peu probable, contrairement à la Xbox Series, qu'on ait une version X, une version S. Ça n'a pas l'air d'être la volonté de Microsoft aujourd'hui. La volonté, c'est que la marque Xbox soit référencée par les joueurs de PC comme l'endroit où il y a le catalogue de jeux, l'endroit où on peut faire du cloud gaming, l'endroit où on peut installer toutes les plateformes et d'avoir finalement cette machine PC console qui sera dans plein de foyers. Il y a Candil qui soulève un autre problème. Après, le problème de Microsoft reste le même. Il n'y a pas d'exclus, les gars. Et Yogi Miss qui nous dit j'ai payé ma PS5 300 €, notamment pour les jeux exclusifs, Spider-Man, God of War, et le PS Plus, même avec une offre moindre par rapport au Game Pass, ça suffit pour convaincre, quoi. C'est vrai que le côté exclu et prix. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. C'est la force de PlayStation sur les 10 dernières années, d'avoir gagné les 2 générations, d'avoir eu des exclus peut-être plus fortes et d'avoir pu maintenir ce système fermé sans être pénalisé par les joueurs. Sauf que ça n'a pas marché avec Xbox, qui du coup a mis des bâtons dans les roues de la Xbox Series très vite en mettant ses exclusivités sur la PlayStation, en mettant ses exclusivités un petit peu partout avec le Game Pass, le cloud gaming. Donc ils ont amorcé une nouvelle stratégie. Je pense qu'elle fonctionnera. Il n'y a aucune raison qu'un service de jeux vidéo ne cartonne pas. Par contre, c'est une forme d'aveu d'échec, ou en tout cas de changement de stratégie. La console en tant que telle, avec un modèle fermé, il n'y a que PlayStation et Nintendo aujourd'hui qui sont capables de les maintenir. Je diverge rapidement sur une question qui nous a été posée par Anna WebDev, ça n'a rien à voir. Elle dit bonjour, j'hésite à acheter un Mac Mini M4, vous recommandez ou je dois attendre le M5 ? Je sais pas si Nico, toi qui es spécialiste Apple, il va y avoir un Mac Mini M5 à un moment. Ça sera sans doute d'ici juin. La réalité, c'est qu'un M4, un M3, un M2, un M1, ça tient la route parfaitement pour 99% des usages Mac Mini. Donc, si l'usage, c'est installer des IA en local et les faire tourner en permanence avec du OpenClaw, ce genre de truc, le M5 ou même le M5 Pro sont peut-être plus intéressants. Si c'est un usage bureautique avec un écran, faut l'acheter maintenant. C'est largement suffisant, ça tiendra le coup. Renan Guénou qui nous dit oui, j'ai un Mac Mini M2 qui est encore très bien, donc voilà, je pense que c'est référence sûre, les Mac Mini, vraiment référence très très sûre et très sereine, tout simplement. Merci Nico pour le petit récap sur le projet Helix. On va passer à la suite, un petit jingle Unlock, c'est quoi? Nico, t'as testé, tu fais partie des premiers d'ailleurs à l'avoir testé, l'iPhone 17e, regardez, il est là,
J'essaye de faire bouger la caméra. C'est là. Ouais. Quel coloris on a? C'est le rose, mais c'est un rose subtil. Hein. C'est un rose, c'est un petit rose. On avait eu un magnifique rose avec l'iPhone 16. Ouais. Là, c'est pâle. Sur les photos qu'on a fait à Numérama, dis-toi que j'ai été obligé de les retoucher légèrement. Ah, t'as poussé la saturation là? J'ai poussé la saturation parce que sinon c'était blanc. Parce qu'on avait l'éclairage, les lumières. Donc franchement, ouais, ça fait. C'est un peu dommage de pas avoir un petit peu plus de couleurs sur. Ils ne sont pas trop mouillés sur ce coup-là. Non, mais je pense que c'est une volonté aussi de te dire les couleurs, c'est sur les produits un petit peu plus chers et le E est un produit plus sobre. Un rose infusé, nous dit Poulpi. Ouais, c'est vrai. Hein, mais... C'est très bon ça, alors un rose infusé. Nico, tu dis que l'iPhone 17e pour toi c'est une bonne surprise. Ouais. Globalement, ce que tu dis un peu dans ton test, qu'est-ce que Apple a réussi avec ce modèle qu'il n'a pas réussi peut-être avec les précédents modèles E? Ouais, c'est un produit mal aimé en fait, l'iPhone 17e dès son annonce, en tout cas dans la communauté un peu geek, technophile. C'est des produits qu'on aime bien critiquer, que ce soit l'iPhone 17e, l'iPhone 16e. Il faut reconnaître que quand on est fan de tech, quand on connaît les Xiaomi, les Oppo, tout ce qui se trouve en face, si tu alignes simplement les fiches techniques iPhone 17e versus le reste, l'iPhone 17e apparaît bien en dessous. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a 2 gros vendeurs de smartphones en France, c'est Apple et Samsung, et que si on prend juste les téléphones haut de gamme, c'est-à-dire que tu vas juste au-dessus de la barrière des 500 €, t'as vraiment Apple qui est largement au-dessus des autres. Donc c'est difficile, même si nous on a ce recul de pouvoir dire qu'il existe des téléphones mieux, avec plus d'appareils photo, du 120 Hz là-dessus, c'est difficile de comprendre réellement la cible de l'iPhone 17e parce qu'on n'est pas cette cible. Et de mon point de vue, ce téléphone-là, certes, il lui manque des petites choses. Ça serait mieux si on avait un zoom optique. Ça serait mieux si on avait du 120 Hz. Mais par contre, c'est un produit qui est extrêmement agréable à l'utilisation. Il est super léger, il est petit, il a un très bel écran. Le fait d'avoir le même verre que l'iPhone 17, c'est bête. Mais pour avoir l'iPhone 17 Pro depuis 6 mois, j'ai pas une rayure. C'est la première fois que ça m'arrive sur un iPhone. Donc le verre est vraiment solide, ils ont vraiment fait un très bon travail là-dessus. L'appareil photo solo, il est suffisant. Et la réalité, c'est que si on compare avec l'iPhone 17, c'est un ultra grand angle qu'on a en plus. L'ultra grand angle, c'est pas l'appareil photo le plus utilisé par les gens. Mes grands-parents ont un iPhone 16, je les ai pas vus utiliser une seule fois l'ultra grand angle depuis qu'ils l'ont. Donc c'est pas forcément l'appareil photo le plus important qu'on perd là-dedans. Et après, moi, la grosse surprise, c'est l'autonomie. Voilà, c'est là où j'ai été assez impressionné par le téléphone, c'est qu'on se dit c'est petit. Apple annonce une autonomie quasiment 2 fois inférieure à un 17 Pro Max parce que eux ils comparent uniquement sur l'autonomie en streaming vidéo, ce qui n'a aucun sens. C'est leur référentiel en gros. Ouais, c'est leur référentiel, mais personne ne regarde 18 heures de streaming vidéo non-stop. Ça n'a aucun sens. Et évidemment, si ton téléphone est plus gros et qu'il a une plus grosse batterie, il durera plus longtemps sur une tâche très simple. Mais à l'utilisation, ça, à midi on a 80% de batterie, à 18h on en a 60, à minuit on a 50-40. Donc ça tient très très bien, en grande partie parce que plus petit écran. Oui. Donc moins énergivore. Moins énergivore, moins de consommation. Le fait que la puce A19 est extrêmement bien optimisée, elle est sans doute mieux optimisée que la 19 Pro qu'on va trouver sur l'iPhone Air ou sur l'iPhone 17 Pro. Et ensuite le modem qui gère du coup la partie 4G, 5G, c'est le modem d'Apple. Le nouveau modem du coup, le C1X, c'est ça. C'est le C1X qu'on a déjà vu avec l'iPhone Air. Et on l'avait déjà dit avec l'iPhone Air. Donc l'iPhone Air malheureusement était victime de sa finesse qui fait qu'il avait encore une plus petite batterie. Donc il s'en sortait bien, mais c'était pas fou. Là c'est fou. Parce que le modem tient vraiment la route et que quand tu es dehors et que le téléphone cherche à se connecter à une antenne, il n'est pas en train de dépenser inutilement des pourcentages, donc, des pourcents. Donc franchement, non, c'est un très bon produit, c'est correct. D'autant plus que le stockage doublé cette année, c'est une bonne surprise parce que l'année dernière, on disait 700 €, c'est trop cher par rapport à ce que font les autres, notamment le Pixel 9a, ces produits-là. Aujourd'hui, si tu regardes le prix d'un Pixel 10a ou d'un Samsung FE avec 256 Go de stockage, et c'est le même prix. C'est les produits avec lesquels on le compare, c'est 128 Go. Donc évidemment, tu as des promos qui peuvent rendre des produits concurrents plus intéressants, mais pour moi, il est bien positionné l'iPhone 17e, et j'ai tendance à penser que le commun des mortels qui a un iPhone 11, un iPhone 12, qui veut juste un meilleur iPhone parce que son iPhone est en train de mourir, c'est le meilleur choix. Et si en effet vous voulez être un petit peu plus dernier cri, Dynamic Island, 120 Hz, tout ça, oui, iPhone 17, évidemment bien meilleur, mais c'est quand même 200 € de différence. C'est vrai que la proposition de valeur, elle est belle avec le 256 Go de stockage. On sait que le stockage, globalement, il coûte cher chez Apple. On va regarder les configs, etc. Dès que tu veux un peu doubler le stockage, ça coûte la peau du cul. Ouais. C'est vrai que d'avoir un 256 de base, pour moi, c'est peut-être la plus belle surprise de l'iPhone 17. Clairement. Parce qu'on sait à quel point 128 Go de stockage,
Ça part à une vitesse, ma gueule. Ça part à une vitesse, c'est pas possible. C'est encore le standard partout. C'est d'ailleurs, moi, ce que je comprends pas dans leur gamme, c'est que du coup, ils ont maintenu. Donc, on a l'iPhone 17e, ils ont maintenu l'iPhone 16 et ils ont l'iPhone 17 en haut. Donc, du coup, tu as l'iPhone 16 de l'année dernière qui a une moins bonne puce et qui a 128 Go de stockage pour 100 € de plus. Donc, c'est-à-dire que pour 100 € de plus, tu gagnes un ultra grand angle, tu gagnes même pas de 120 Hz, tu as encore 64, tu gagnes la Dynamic Island et c'est quasiment tout. Ça s'arrête là. Le téléphone, ok, un petit peu plus coloré, tu as le bouton caméra sur le côté, mais tu as un téléphone qui est moins puissant, qui a moins de batterie et qui a 2 fois moins de stockage pour 100 € de plus. Donc pour moi, l'iPhone 16 est l'anomalie de la gamme. Ça se joue aujourd'hui entre le 17e et le 17. Et beaucoup de personnes, notamment les plus fans de tech, ont souvent cet avis, je le vois beaucoup sur Twitter, en mode le 17e est une arnaque, ne l'achetez pas, à ce prix-là, c'est une honte de proposer ça. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le 17e est, pour un téléphone Apple qui est amené à bien se vendre, une bien meilleure affaire que l'iPhone 16, par exemple, aujourd'hui. On nous dit quand même, Yogi Dmiz qui nous dit l'unique objet au dos du 17e rédhibitoire pour moi. C'est clair que du coup, j'ai envie de dire que si vous voulez de la polyvalence photographique, on exclut automatiquement le 17e. On n'est pas la cible, quoi. Alors. Le 17 aussi, du coup, parce que c'est l'ultra grand angle, ton critère principal. Moi, niveau photo, en fait, étrangement, c'est même pas le dos que je lui reproche, qui a un seul appareil photo, apparemment, où c'est un capteur de 48 mégapixels. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de l'iPhone SE avant les 16e, 17e. Lui, il avait un seul capteur, mais c'était un vieux 12 mégapixels qui date de l'iPhone 6S. Enfin, vraiment, c'était une honte d'avoir ça dans un téléphone moderne. Donc, là, à la limite, le capteur est bon, tu peux faire un bon zoom numérique dedans, Après, le zoom numérique, tu le pousses pas à plus de. Non, mais tu fais le x2, le x3 passe. Ouais, tu vois, x3 grand max. C'est sûr, si tu veux zoomer en x15 sur un concert, achète pas ça, c'est une mauvaise idée. Par contre, moi, ce que je lui reproche en photo, c'est côté selfie. Parce que tu as quand même eu avec l'iPhone 17, pour moi, la nouveauté qui tue depuis 3-4 ans sur les selfies, avec ce capteur carré qui permet de tenir le téléphone en vertical, mais de faire des photos horizontales, quand quelqu'un arrive dans le FaceTime, de dézoomer automatiquement, tout ça. Le fait d'avoir un capteur de bien meilleure qualité qui est autocadre, et ben ça, ils l'ont pas mis dans le 17.2. Un peu dommage, parce Pourquoi que ça, c'est... Bon, je pense que c'est Apple... C'est monter la gamme, non? Non, c'est pas logiciel, parce techniquement, ils ont la même puce. Donc, non, Apple excelle dans l'art de fragmenter ses gammes. Voilà. Ils ont parfaitement compris qu'est-ce qui est un petit peu trop généreux et qui pourrait faire passer des gens du plus cher au moins cher. Donc, ils trouvent toujours le moyen d'avancer comme ça. Et quand tu auras une nouvelle avancée sur l'iPhone 18, alors le 18e pourra avoir cette nouveauté-là. Mais forcément, ça peut créer un peu de frustration en photo. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et si vous voulez un téléphone mieux équipé, allez ailleurs, faut prendre d'autres choses. Chez Nothing, par exemple. Chez Nothing, c'est très bien. C'est sûr, mais le problème, c'est que Nothing, c'est une toute petite part de marché aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Qui grandit un petit peu, rapport qualité-prix. Si on compare le volume d'Apple, la disponibilité d'Apple, la clientèle d'Apple et celle de Nothing, c'est compliqué en fait de les mettre au même niveau. Même les frais marketing que va avoir Apple pour vendre un téléphone sont beaucoup plus élevés que ceux de Nothing, et ça compte dans le produit. Donc il y a aussi ça. Par contre, c'est évident que si vous avez envie d'un téléphone mieux équipé, faut pas acheter l'iPhone 17. C'est certain. Mais pour la cible de ce produit, Apple se moque pas des gens. C'est beaucoup mieux que l'année dernière. On nous a parlé aussi dans le chat Bulldozer qui nous dit il y a MagSafe aussi. Ouais, ça, c'est aussi. Une belle. Est-ce qu'on peut le qualifier de bonne nouveauté? On peut en tout cas dire que c'est une bonne correction. Voilà. Non, une bonne correction. Non, une bonne correction. C'est pas une bonne nouvelle d'avoir le MagSafe cette année, c'était une mauvaise nouvelle de ne pas l'avoir l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était une erreur. Ça n'a aucun sens. Depuis 2020, ils développent un système d'accessoires qui est de plus en plus complet. Je donnais cet exemple quand on parlait des S26. J'ai loué une voiture en vacances en janvier, il y avait un support GPS MagSafe dedans. Donc, tous les gens qui ont un iPhone parmi mes amis peuvent se brancher, celui qui a un Samsung qui peut pas. Comment Apple peut sortir un iPhone comme le 16e et ne pas mettre la compatibilité MagSafe? C'était vraiment pas très malin comme économie, c'était vraiment le truc sur lequel ils auraient dû rester. Donc là, ils rectifient le truc, donc en effet, tu as toute la compatibilité avec les accessoires MagSafe, la charge magnétique, donc c'est une bonne chose. On l'achètera pas pour ça. C'est pas le critère numéro 1 d'achat de l'iPhone 17e, mais en tout cas, l'iPhone 17e est compatible avec tous les accessoires de tous les iPhones, et ça c'est bien parce que c'était pas le cas du 16e. D'ailleurs, petite astuce, vu qu'ils ont les mêmes dimensions avec le 16e, j'ai testé de mettre une coque de 17e sur le 16e, c'est nickel, et la coque de 17e, elle a l'aimant. Donc du coup, techniquement parlant, si tu as envie d'être 100% Apple et que tu as un iPhone 16e, tu peux t'acheter la coque du 17e, la mettre dessus, et du coup, tu récupères la compatibilité au passage. Si quelqu'un hésite entre un iPhone 17 et un iPhone 17e, qu'est-ce qu'on peut lui dire, lui conseiller? C'est quoi un peu comment on peut guider? Deux critères, l'écran, l'appareil photo. Si vous venez aujourd'hui d'un téléphone qui a déjà du 120 Hz, que ce soit sur Android ou sur iPhone,
faut pas acheter l'iPhone 17e. Et si vous avez envie de 120 Hz, parce que voilà, vous avez un vieux téléphone, vous avez envie d'un téléphone plus fluide quand on navigue dans les apps, il faut aller sur l'iPhone 17. Ouais. Et le deuxième, c'est si vous voulez plus de polyvalence en photo, que vous voulez le capteur selfie carré, que vous voulez l'ultra grand angle, l'iPhone 17 est un peu plus polyvalent. Si vous vous reconnaissez pas là-dedans, que vous voulez juste un téléphone pour répondre aux messages, prendre des photos, avoir l'expérience iOS, la connexion avec votre Mac, etc., le 17e est largement suffisant, et les 200 € économisés, vous pourrez vous payer tout ce que vous voulez avec, j'en sais rien, des accessoires, des AirPods, voilà. Il y a Mendia qui nous dit: je mets des coques MagSafe sur mes Android, du coup compatibles avec tous les articles MagSafe. C'est la bonne technique, hein. C'est la bonne technique. Smart, hein. Et de plus en plus, mais même Samsung finalement qui vend des téléphones non Qi 2 MagSafe, les coques officielles de Samsung, elles ont les aimants. Ouais, elles ont les aimants. Du coup, non, les aimants deviennent petit à petit le standard, et d'ici 4-5 ans, ils seront partout. La seule question, c'est pourquoi des constructeurs comme Samsung, comme Xiaomi, les mettent uniquement dans leur coque et pas dans leur téléphone. Ouais. Ça, moi, je comprends pas trop, parce qu'on a la preuve que les aimants ne perturbent pas du tout le téléphone. Maintenant, quoi. Oui, mais c'est des aimants très fins. Hein. Oui, ça reste fin, mais comme on est en train de jouer sur le millimètre, le quart de millimètre. Peut-être, ou une question d'économie aussi. Je pense que ça coûte aussi un peu d'argent de mettre du cuivre au dos, comme ça. Et Candile qui dit: oui, mais il paraît que Samsung réserve la technologie pour un téléphone encore plus ultra prévu cette année. Voilà. Peut-être, mais je vois pas trop de quel téléphone on peut parler. Et surtout, est-ce que ça a vraiment... Non, peut-être. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de faire de ça une fonction ultra, quoi? Enfin, c'est un truc que tu devrais avoir dans les téléphones. Quand c'est un classique chez d'autres constructeurs, tu vois. Oui, c'est ça. Ils sortent pas le truc de l'année non plus, tu vois. Google le fait aussi maintenant. Google avec Pixel Snap. Pixel Snap, ils ont appelé ça, mais en fait, MagSafe Pixel Snap, c'est l'appellation marketing du Qi 2. C'est le standard maintenant. Donc, du coup, apparemment, plein de constructeurs le font. Il faut que le MagSafe, le Qi 2 devienne une norme, parce que c'est quand même très cool. J'ai même pas envie de vous dire pour la recharge. Moi, je suis pas un fan de recharge sans fil. La recharge sans fil, ça abîme les téléphones. Tous les téléphones que j'ai chargés en recharge sans fil tous les jours, l'état de batterie, il était mort au bout d'un an. Donc, j'ai pas confiance en cette techno. Par contre, l'aimant dans la voiture, l'aimant avec le support sur le bureau, le porte-monnaie aimanté à l'arrière, c'est cool. Moi, j'ai halluciné quand c'était il y a quelques années, Ulrich il avait publié, il a mis une photo sur notre Slack, et il montrait du coup l'état de sa batterie un an et demi après, quoi, et il faisait principalement de la recharge sans fil. Et le truc était descendu déjà à 86%, 85%, enfin le truc avait déjà perdu au moins entre 12 et 14% en l'espace d'un an et demi, et j'avais halluciné de la vitesse à laquelle ça détériorait la batterie. C'était le cas de mon 16 Pro Max l'année dernière. Il avait perdu 11 ou 12% en un an. Je le chargeais tous les soirs en MagSafe, plus il avait des problèmes de chauffe, dont j'ai beaucoup parlé, et je pense que ça n'a pas aidé. La chauffe plus la charge sans fil, la batterie, elle a fait des yo-yo. Poupipou, on vient de répondre à ta question. Je pense, Nico, est-ce que MagSafe ça détruit ta batterie, ou c'est juste la recharge sans fil normale? La recharge MagSafe et de la recharge sans fil avec des aimants qui la maintiennent. Donc c'est de la recharge sans fil, ça détruit la batterie, oui. Ça fait un peu plus mal, quoi. En fait, il y a des pertes d'énergie déjà, et ça chauffe. La recharge sans fil, c'est de l'induction. C'est comme quand vous mettez une poêle et que vous cuisinez. Donc, à partir du moment où ça crée de la chaleur, et que les batteries sont des composants sensibles à la chaleur, vous allez la chauffer. Donc, le problème, c'est que même quand on charge en filaire, la batterie, elle chauffe aujourd'hui. Parce que les composants aussi. Mais le fait d'avoir les composants qui chauffent plus au dos du téléphone de la chauffe, ça fait que ça va pas l'abîmer si vous le faites de temps en temps. Mais si vous faites ça tous les jours, ça a un impact. Moi, je recommande vraiment la recharge filaire. Si vous voulez pas avoir votre téléphone dans 2 ans qui ne tient plus la charge, vaut mieux la recharge filaire. Sur la recharge filaire, maintenant, tu as beaucoup de constructeurs qui ont aussi leur propre protocole de recharge, qui font en sorte que la batterie ne soit pas trop, agressée au moment de la recharge. Donc ils ont quand même réussi à développer des protocoles qui font que ça va vite, mais ça n'abîme pas trop la batterie. C'est ça. La tech, cette technologie, elle est au point aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est la chauffe. Ce qui tuera toujours une batterie, c'est la chauffe. Finalement, et c'est très à l'inverse de toutes les tendances actuelles, le meilleur moyen de recharger un téléphone, c'est de la charge lente. Tu le branches avec un vieux chargeur qui le charge en 4 heures, tu limites la chauffe et le téléphone durera plus longtemps. Maintenant, personne n'a envie de faire ça, on est tout à fait d'accord. Je préfère moi aussi avoir de la charge rapide, mais du coup, je le fais en filaire parce que c'est un petit peu mieux pour la durée de vie de mon téléphone. Poupibou qui dit donc vous rechargez tous en filaire autour de la table. Moi je suis 100% filaire. Non, moi je charge, on va dire quoi, à 40% quand même sans fil. Et, quand même. J'ai un petit socle effectivement que je mets à côté de mes écrans et du coup c'est plus facile. Mais après je le fais pas pendant très longtemps. C'est-à-dire je vais pas le recharger à 100% dessus. Je vais le recharger
quelques dizaines de pourcents, et ensuite je vais passer sur un système plus classique. La nuit, effectivement, je le mets en filière. T'as mis combien à l'iPhone 17e J'ai mis 8 sur 10. Okay. J'ai mis 8 sur 10 en partant du fait qu'on est sur sa cible, sur son positionnement. S'il avait été 120 Hz et qu'il avait eu les fonctions en plus, ça aurait été sans doute un 9 parce qu'à ce prix-là, pour de l'iPhone, c'est très très bon, surtout avec ce stockage-là. Mais pour l'instant, voilà, c'est un 8 sur 10, c'est un bon plus, quoi. C'est pas un très bien, c'est pas un excellent. C'est un bon téléphone, quoi. C'est un bon téléphone qui, les gens qui l'achèteront vont pas regretter. Et contrairement à l'année dernière, le fait d'avoir 256 Go, ça fait que tu te retires quand même une épine du pied. Donc c'est assez généreux pour une fois de la part d'Apple. Une petite question, tu sais combien occupe le système par défaut quand tu l'allumes à peu près sur un iPhone? Alors je peux te dire sûr pour le MacBook Neo là, lui je sais comment il flex. Lui c'est 50 Go donc c'est énorme. C'est énorme. L'OS il prend 50 Go dessus. Mais je crois que l'iPhone c'est 20-25. 25 pas plus. Donc du coup non ça va. Après t'as le téléchargement Apple Intelligence qui va t'en rajouter 7 ou 8 Go qui est assez gros. Mais du coup tu seras au-dessus des 200 Go par défaut, sans avoir installé ses propres applications. T'es au-dessus des 200 Go. À prendre en compte aussi que dans ça, quand tu configures un iPhone, t'as toutes les applis iMovie, GarageBand, Pages, tout ça, qui sont toutes installées sur l'écran d'accueil. Ça c'est pas mal de les supprimer si t'en as pas besoin parce que tu récupères bien 3-4 Go assez facilement. Okay. Mais t'es au-dessus des 220 Go dispo sur le téléphone. Alors, pour le coup sur le Mac, je le dis parce que la question est intéressante. Moi je trouve que le MacBook Neo 256 Go, mauvais rapport qualité-prix. Un peu juste. Pas mauvais rapport qualité-prix, c'est pas du tout le bon terme, c'est un bon rapport qualité-prix, mais acheter le 512 Go parce que tu perds quand même, ça te fait 190 Go disponibles sur ton ordinateur. C'est chaud. Sur un ordi, c'est ça va vite. Sur l'ordinateur, effectivement, ça va vite. T'installes 20-30 applications et t'as plus que 50 Go disponibles pour des documents, quoi. Donc, test à retrouver sur numerama.com. Je suis un mauvais collègue. Voilà, on est en série de test Apple là. Série test Apple, ouais. Théo, l'iPad Air. Donc on a en test sur numerama.com l'iPhone 17e, le MacBook Neo. Sur YouTube, on a des vidéos pour l'iPhone, le Mac, plein de choses, MacBook Pro. Et là, en ce moment, je teste le MacBook Pro M5 Pro qui est très puissant. Ok, très puissant. Ouais. Dans tous les cas, nous, dans 2 semaines, on fera une nouvelle émission Unlock et on aura Hugo en plateau pour le test du MacBook Neo. On va commencer aussi à le tester dans pas trop longtemps. Et j'aime bien la couleur. J'aime bien les couleurs. D'ailleurs, question, vous le voyez jaune ou vert parce que c'est déplace-le un peu là, il y avait l'effet de la lumière. Je peux t'assurer. Putain, à l'écran, on le voit jaune. Hein. Et là, je le vois, il est vert, mais il est vert pétant ici. C'est marrant. Limite gris en plus. Parce que des gens le voient vert, des gens le voient jaune. Genre, c'est vraiment le gros mystère de cet appareil, quoi. Je vous garantis que moi, je le vois IRL là et je le vois à l'écran. C'est hallucinant à quel point le coloris diffère. On est sur un vert, mais un vert pomme. Vous voyez, tu vois tu vois ta Granny Smith au supermarché, c'est exactement cette couleur là, tu vois. Et ben là, à l'écran, non, Granny Smith c'est rouge. Non mais un petit peu. Non mais c'est un peu bizarre. Il y a un côté un peu doré, un peu jaune, un peu vert. Il y a des moments où je le vois jaune, des moments où je le vois vert. On a bien fait la balance des blancs sur le. La balance des blancs, elle est bonne. Granny Smith, non mais t'as capté Pipo. La pomme verte, quoi. Couleur pomme. Golden, les pommes jaunes. Bon, allez, on passe à la suite et un petit jingle Tech Shot en 60 Hz. C'est parti. Alors, on va essayer de faire passer ça en 120 Hz pour la suite. Tech Shot avec toi, mon bon Sylvain. On va parler du Nothing Projector. Alors attention, on ne parle pas de la marque Nothing que vous connaissez tous. Et on parle ici d'une toile pour vidéoprojecteur que tu as testé. Ouais, tout à fait. Parce que mon discours depuis que je teste des vidéoprojecteurs, c'est quand même d'installer typiquement une toile pour avoir le meilleur rendu sur son vidéoprojecteur. Et du coup, j'ai pu effectivement en tester une, puisque la marque Nothing Projector qui propose sur son site internet des toiles motorisées ou fixes, mais également des vidéoprojecteurs d'autres marques en fait. Donc m'a prêté cette toile qui fait 100 pouces en fait en diagonale. Donc c'est quand même c'est correct, on va dire la norme pour les vidéoprojecteurs. Et du coup, l'intérêt c'était de voir le montage, savoir si c'était facile à monter, si on pouvait le monter tout seul, en combien de temps,
et ensuite forcément le rendu. Donc en fait moi je l'ai testé pendant quelques semaines déjà, je l'ai reçu dans un carton relativement compact et finalement on a tous les éléments qui sont fournis à l'intérieur, évidemment jusqu'au petit tournevis, donc ça c'est pas mal, et même jusqu'aux gants pour éviter de se blesser un petit peu. Donc ça c'est une bonne chose. Et donc du coup le montage, finalement j'étais tout seul. Il faut avoir la surface parce que du coup il faut quand même à minima avoir la surface de l'écran pour pouvoir potentiellement le poser par terre et donc installer le cadre. Et du coup on fixe finalement les éléments qu'on peut voir à l'image, qui sont en fait des éléments en aluminium qu'on va insérer les uns avec les autres. Il y a une petite notice de montage. Alors elle est pas aussi bien faite que la fameuse enseigne rouge et jaune et bleu, mais en tous les cas ça se monte assez facilement et j'ai mis à peu près 1h15 franchement pour installer tout ça seul. Donc du coup l'idée c'est de créer le cadre avec donc ces différents éléments et ensuite on va positionner en fait la toile qu'on va allonger sur le sol et donc du coup on va faire revenir le cadre par-dessus cette toile et ensuite on va installer en fait des petits ressorts en commençant par un côté puis en commençant par un autre, etc., de façon à tendre la toile de façon totalement uniforme en fait et du coup n'avoir aucun pli dans l'idéal sur la partie avant. Verdict sur le rendu de l'image? Verdict sur le rendu de l'image, c'est topissime parce qu'en fait ça permet quoi cette toile? Il y a des microstructures en fait à l'intérieur et du coup ça évite deux choses. Ça évite en fait la pollution lumineuse de lumière artificielle ou naturelle et en plus ça renforce le contraste et ça renvoie parfaitement la lumière du vidéoprojecteur vers les yeux du téléspectateur et ça c'est assez cool. Note finale et prix? Alors la note finale, celui-ci en 100 pouces en fait en écran fixe est à un peu moins de 900 euros, 850 euros, 900 euros en fonction des petites boutiques dans lesquelles vous allez la trouver. Il y a un modèle 120 pouces, il y a un modèle 130 pouces aussi. Après il y a des modèles qui sont motorisés, donc là il n'y a pas de souci sur la motorisation, il y a une base en fait, on appuie sur un bouton, ça se déroule tout seul et puis on appuie sur le bouton, ça se renroule tout seul. Mais là voilà, je voulais voir aussi là en termes de montage, savoir si c'était facile ou pas facile. Et voilà, c'est très bien. Et en tous les cas, on retrouve des très bons contrastes, des très bonnes lumières. Et ça, je vous le conseille véritablement pour un vidéoprojecteur. C'est un petit investissement, mais franchement, vos yeux vous remercieront. 9, je lui ai mis 8 sur 10, 8, effectivement. Okay. Ouais, belle note, en vrai, belle note. Ok. Je connaissais pas du tout la marque Nothing Projector. Quand j'ai vu le produit tout à l'heure, je me suis dit, attends, mais Nothing fait des toiles, mais qu'est-ce qui branle? Bientôt. Ils font des fringues et compagnie, mais. En fait, non, pas du tout. C'est quelle nationalité cette marque? UK, c'est anglais. C'est UK, ok. On nous dit dans le chat tout à l'heure, lors du bus, qui disait Nothing qui ont ouvert un magasin définitif en Inde d'ailleurs. Ouais. Et je peux d'ores et déjà vous dire que dans 2 semaines, Pépé va venir en plateau parce que Pépé est parti en Inde. Il va raconter une vidéo de 30 minutes qui est très sympa. Allez la voir. Il était avec Akis, le cofondateur de Nothing. Il y avait Carl Pei aussi qui était là. Il a fait une vidéo du coup sur l'ouverture du magasin Nothing en Inde à Bangalore, plus un petit sujet sur un petit peu la Silicon Valley indienne, un peu qui est Bangalore et la dynamic tech aussi qui est en Inde. Donc on va l'avoir en plateau dans 2 semaines. Il va tout juste sortir de l'avion parce qu'il rentrera du Japon, il me semble, je sais plus trop. Bref. Et il va tout de suite venir en plateau et nous parler nous parler de tout ça. Donc ça va être très sympa. On parler un peu de la marque Nothing notamment. Voilà. Nothing tout court. Nothing tout court. Voilà, j'ai la transition toute faite. On nous disait salut tout le monde. Greg toujours aussi charismatique avec sa chevelure. Merci. Comme par hasard, il est ça quoi. Enfin. Attends, tu peux le relire, j'ai pas entendu. Merci Café Miroir Ruvelin. C'est un cousin que j'envoie. C'est bien, on devrait faire. Déjà vu d'une Lordibus. Allez la voir, la vidéo, elle est très sympa. On en reparlera dans 2 semaines avec le bon Pépé. Merci Sylvain pour ce petit sujet sur cette toile de Nothing Projector. On va continuer avec toi. On va faire un petit jingle. Unlock. Ça y est Sylvain, t'as testé les derniers écouteurs de Samsung, c'est ainsi qu'on va les nommer, les Samsung Galaxy Buds Pro 4 Non, 4 Pro. 4 Pro, j'arriverai jamais. T'as pu les tester, on en a déjà parlé sur notre Unlock Talk, on a fait les rumeurs, on avait fait l'officialisation notamment en matinale. On va rentrer dans le vif du sujet direct. Au niveau du son, concrètement, ça donne quoi? Ça donne un son excellent. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'en fait Samsung ils ont réussi à mettre à l'intérieur de ces tout petits écouteurs qui sont plus légers que les anciens, les fameux Galaxy Buds 3 Pro. Oh pétard. Attention, je m'entraîne. Du coup 2 transistors. Il y a un woofer en fait et un tweeter planaire. Et en fait l'avantage du tweeter planaire en fait ce sont
comment dire ça, c'est deux aimants en fait, et à l'intérieur du coup ça se transmet parfaitement uniforme. Ok, d'accord, donc c'est grâce aux deux aimants que le son va se diffuser d'une manière vraiment uniforme, complètement, sans distorsion, mais d'une manière très claire, très limpide. C'est un peu ça le rendu qu'on peut avoir. Donc du coup on a le woofer qui va s'occuper des graves et des bas médiums, et du coup le tweeter qui va s'occuper des hauts médiums et des aigus. Et là du coup ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque transducteur a son propre amplificateur dédié, et du coup forcément on a quand même un spectre qui est audio qui est quand même super bien fait. Donc toi le son t'as kiffé, moi je me mets ces écouteurs là, je me mets un peu de tech au niveau des basses, ça tabasse quoi, alors un petit peu. Bien sûr, alors ça tabasse déjà par défaut, mais ce qui est intéressant aussi, comme d'ailleurs beaucoup d'écouteurs, mais encore plus évidemment les Samsung, c'est que on peut personnaliser le son. Du coup, si t'aimes les basses, du coup tu vas mettre la fonction ultra basse, ou alors si t'aimes plutôt les voix, à ce moment-là tu vas plutôt miser sur les voix. Mais via l'application, ça se fait, on peut personnaliser effectivement. Petit mot sur l'application aussi, puisque tu me tends la perche sur la personnalisation du son. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces écouteurs avec un smartphone Samsung, parce que là du coup pas besoin de télécharger une application spécifique. En fait, tous les paramètres vont se retrouver directement dans la barre de notification. C'est pas mal ça. Ou dans les paramètres du téléphone, et du coup ça c'est intéressant parce qu'on peut aller chercher les petites fonctionnalités sans avoir à télécharger une application. Bien sûr, il fonctionne avec tous les autres smartphones sous Android. Par contre, les fameux 17E par exemple, et autres appareils de la famille Apple, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, ils vont fonctionner, mais comme des simples écouteurs Bluetooth. Et du coup, l'autre avantage aussi d'avoir un smartphone Samsung, c'est sur le codec, qui sera à ce moment-là haute résolution. T'as un codec supplémentaire avec le téléphone Samsung. Exactement, tout à fait. Il faut un peu chier, mais en même temps. Mais c'est comme ça, chacun défend sa petite paroisse. C'est le SSC, qui sort en 24 bits 96 Hz. Et du coup, là pour le coup, on va avoir de la haute résolution avec les smartphones uniquement Samsung récents. Il y a Café Miroir qui pose une question très intéressante. Sylvain, les Buds 3 Pro vs Buds 4 Pro, la réduction de bruit est-elle significative? Très bonne question. Elle est améliorée. On peut dire qu'elle est quand même significative. Moi, j'ai eu les deux dans les oreilles, et j'ai trouvé quand même que les Buds 4 Pro étaient meilleurs. T'as pris le train, t'as pris l'avion avec? J'ai pris le train, j'ai pris l'avion, effectivement. C'est là où ça sent vraiment la différence. Complètement. Non. En parlant de réduction de bruit, alors les Buds 3 Pro, officiellement, Samsung communiquait sur 33 décibels de moins. Là, on est à 36 décibels de moins. Ça veut pas dire forcément grand-chose, mais en tous les cas, à l'écoute, ça fait quand même une différence entre les deux. Donc là, on installe vraiment le silence autour de soi. Métro, tu disais, train, avion. Moi, j'étais assez bluffé par leur performance en avion. Satisfait, complètement satisfait, effectivement. Alors les graves, c'est pas ce qu'il y a le plus difficile sur la réduction de bruit à contrecarrer, on va dire, sur les écouteurs, mais aussi sur les conversations, et ça, c'est plus compliqué. Et là, ils font quand même un bel effort là-dessus. Au niveau des appels, c'est quand même une fonction hyper importante. On est beaucoup à appeler avec nos écouteurs. Est-ce que la qualité sonore de notre voix, elle est belle, et ce que ça renvoie, et ce qu'on écoute aussi? C'est quelque chose dont on parle pas assez à mon goût, parce qu'effectivement, une fois qu'on a les écouteurs sur les oreilles, on va pas forcément enlever les écouteurs. On va recevoir un appel, et du coup, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire, mais du coup, à parler via les écouteurs. Là, il y a 3 microphones quand même par écouteur. Donc ce qui est quand même pas mal, et ce qui est finalement à la hauteur des Sony ou des autres, en tous les cas des modèles haut de gamme chez les autres marques. Et du coup, il y a une intelligence artificielle qui va, atténuer les bruits environnants. Et donc du coup, votre interlocuteur, il va entendre non seulement votre voix, qui pour le coup est relativement naturelle, pas très robotique, et du coup pas forcément, et beaucoup moins en tous les cas, entendre ce qui se passe autour de soi. Parce que moi je vous le dis les gars, quand je vous ai en duplex à Vegas ou je ne sais où dans le monde, et que vous avez des écouteurs sans fil, c'est l'enfer. Le résultat c'est l'enfer. Je privilégie à chaque fois je le dis, le kit main libre. On sait que là c'est assez protégé du vent, c'est directement. Et c'est prenez des kits main libres, c'est assez marrant, mais les tests qu'on fait à chaque fois en duplex, souvent depuis Vegas ou ailleurs, les écouteurs à réduction de bruit, les écouteurs sans fil, je trouve que ça pêche quand même souvent. C'est assez robotisé, ça prend beaucoup le vent. Ça marche bien quand il n'y a pas trop de monde. Dès qu'il y a trop de monde, c'est l'envers. Je trouve que c'est un bordel, tu vois. Alors, je trouve ça cool qu'ils mettent l'accent aussi un petit peu sur ça. Un peu, ouais. Quand même assez important. C'est une bonne chose. Le design, d'abord l'autonomie. Oui, comme tu veux. C'est quoi la promesse de la marque? Alors la promesse de la marque, c'est 7 heures.
7 heures pour une recharge. On peut aller jusqu'à 26 heures avec le boîtier. Ouais. Et donc là, finalement, en fait, on a trouvé que 7 heures, c'était tout à fait correct. On était légèrement au-dessus des 7 heures, même avec un volume à 50%. Donc voilà, c'est ce qu'on fait pour les tests. On met le volume à 50%, ce qui est il est déjà bien, il est déjà assez fort. On n'écoute pas forcément ses écouteurs ou son casque à 50% de son volume en tous les cas pendant les 7 heures. Donc voilà, la petite astuce, c'est de le poser à côté, mais de continuer à jouer de la musique quand même avec pour mesurer l'autonomie. Et là, on est au-dessus des 7 heures, donc la promesse est tenue. Et on est dans la moyenne du marché ou on est sur une moyenne haute, moyenne basse? On est sur une moyenne, moyenne, effectivement. Non, on a un peu plus, on a un peu moins. Ouais, ça dépend un peu des modèles, mais voilà. En tous les cas, c'est bien de toujours vérifier la promesse du fabricant. Et là, elle est tenue. Le design, on l'a vu à l'écran, il y a quand même une belle évolution. Moi, je trouve, je me mouille, je trouve qu'ils ont une belle gueule. Voilà. Ouais, moi aussi, effectivement. Alors, on est passé de la tige triangulaire sur les Galaxy Buds 3 et 3 Pro à une tige plate, en fait, en tous les cas, sur la partie extérieure. Le gros changement aussi, c'est sur la modification du volume. Ouais. Jusqu'à présent, en fait, il fallait le faire par l'arrière, par glissement. Et là, du coup, on fait toujours par glissement, mais à l'avant. C'était une volonté de la part des utilisateurs, en tous les cas, qui se plaignaient de chez Samsung, pour dire c'est un peu embêtant à l'arrière. Moi, personnellement, je préfère à l'arrière, en fait, tout simplement. Ouais, c'est une sorte d'habitude aussi. Une petite prise en main que j'ai eue. La boîte aussi, c'est cool. Et le boîtier, effectivement, a changé. On est passé d'un boîtier à format vertical à un format horizontal. Ouais. Alors, la principale raison, nous a dit que c'est parce que, en fait, les écouteurs s'inséraient à l'intérieur et du coup pouvaient accumuler un peu de poussière au fond. Je confirme. Mais ça, c'est l'enfer. J'ai eu 2 paires de la génération précédente, les 2 flingués en un mois parce qu'il y en a un des 2 qui chargeait plus et c'était pas un problème de faux contact, c'est la broche fonctionnait plus quoi. Alors, je suis content de l'entendre parce que j'ai eu 3 paires d'écouteurs d'affilée et à chaque fois, en l'espace de 4 mois, au niveau de la recharge, c'était niqué. Du coup, l'enfer, j'arrive chez moi et tout, tac, je vais me poser le soir. Je mets les 2 écouteurs, putain, il y en a quelqu'un qui fonctionne des chiants maintenant. Je l'ai aussi, ça m'est arrivé avec des Technics, ça m'est arrivé avec des Buds de Google. Ah ouais, Buds de Google aussi. Et là j'ai de nouveau des Buds de Google. C'est ok, ça tient la marée, mais pareil, on est sur ce format où tu t'insères comme ça, tu veux. Mais c'est l'enfer. En fait, en apparence, c'est très cool, mais vraiment, sur les derniers Samsung, il y a eu énormément de problèmes. Mon collègue Alfred à Numérama a aussi eu le problème, impossible de recharger ses écouteurs, les Galaxy Buds. Du coup, on a regardé sur les forums, tout ça, et c'est un problème qui revient très souvent. En fait, ils ont vraiment eu énormément de gens. Ce que me disait Samsung quand je leur ai posé la question, c'est que ils peuvent pas savoir si c'est un vrai problème ou si la plupart des personnes en fait renvoient les écouteurs juste parce qu'elles savent pas qu'il faut nettoyer ou quoi, donc ils arrivent pas à doser à quel point le défaut était de conception ou à quel point c'était de la saleté. Mais du coup en faisant ça tu règles un des problèmes majeurs des écouteurs sans fil, donc c'est très bien. Sachant qu'il y a une petite notification, moi j'ai déjà eu par exemple à la suite d'une séance de sport où il me disait, une fois remis l'écouteur dans le boîtier, il me disait attention, il y a un mauvais contact. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. C'est bien, et s'il te plaît essuie tes écouteurs et ensuite tu les remettras dedans et on pourra peut-être les charger. Mais c'est pas ça. Café Miroir qui demande si le dernier codec est compatible avec tous les Samsung ou uniquement les Galaxy. Quel est le dernier codec le codec uniquement. Ouais, le codec Samsung. Voilà. Non, c'est avec les plus récents en fait. Je crois qu'à partir de 2000, les S23, il me semble. Ça va, c'est pas mal. Ça fait 3 générations précédentes. Ça fait 3 générations, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, si on a un S20, 21. À partir des 24, nous dit techniquement. Peut-être 24, mais il me semblait avoir lu 23. Mais bon, après, je ne dis ça que de mémoire. Donc oui, design effectivement assez sympa. Ils sont beaux. Ouais. Ils sont sympas. Moi j'aime bien. Ils sont proposés en noir, blanc et or doré. Que chacun appréciera, or doré seulement sur le site de Samsung. Ok, en exclusivité sur le site de Samsung. Évidemment, le boîtier se recharge toujours avec un port USB-C et puis sans fil aussi. Donc ça c'est pratique. Et le deuxième avantage aussi, si je voulais parler de ça quand même, c'est de ce boîtier à l'horizontale, c'est qu'on peut les extraire plus facilement, les reposer plus facilement. Moi je trouve que ce boîtier à la verticale, oui on pouvait les mettre facilement, mais pour l'extraction c'est plus délicat. De tenir en fait. Ouais, voilà. Alors que là en fait, le boîtier, on le pose à côté, on ouvre le capot au-dessus et puis on peut les prendre à une main sans aucun problème et ça c'est plus facile. Moi, à combien on peut les trouver ces Galaxy Buds 4 Pro? À 249 € dans les meilleurs eShops. Okay. Tout à fait. Pas mal. Et comparé à du Sony WF
Milix M6 à mes souhaits, parce que j'ai toujours du mal avec les noms de Sony à rallonge, ou alors même des AirPods Pro 3 d'Apple. Bah oui, c'est les fameux concurrents, effectivement. Alors en termes de signature sonore, en fait, on a trouvé que la signature sonore était assez proche des AirPods Pro 3. Ouais, d'accord. Okay. Sur les Sony, là, c'est un peu plus exigeant. Le Sony, quand même, sonne mieux. Il est un peu plus classique, en fait. Plus... On va appeler ça hi-fi à l'ancienne, voilà. Ils sont vraiment configurés, et ils sont voulus pour ça en tous les cas. Donc du coup après ça dépend un petit peu de la sonorité que vous souhaitez, sachant qu'on peut aussi essayer de les personnaliser un petit peu. Ouais. L'avantage d'avoir des AirPods, c'est toute la partie en fait de contenu. Qui peut y avoir autour, en l'occurrence Dolby Atmos et tout ce qui va avec sur Apple Music, et qu'on n'a pas chez les autres. Et Sony à la réduction de bruit active, ils sont extrêmement forts, non ? Et Sony sur la réduction de bruit, effectivement, sont extrêmement forts. C'est toujours meilleur que Samsung et Apple pour toi ? Alors ils sont en réduction de bruit. Alors pour l'instant, non, les Apple restent les meilleurs. Apple devant Samsung ? Apple devant Samsung, ouais. Moi, j'ai l'impression que les Galaxy Buds 3 Pro étaient passés devant les AirPods Pro 2, que les AirPods Pro 3 sont repassés devant, et les Samsung j'ai pas eu le temps de les tester, je les ai essayés mais pas testés, et de mon point de vue j'étais en mode ça y est, Samsung repasse devant, mais non, du coup c'est Apple ça joue dans un mouchoir de poche. Après effectivement on est en train de titiller un petit peu, mais aux mesures et à l'écoute effectivement on a trouvé que les Apple étaient encore pas pour rien qu'on les a primés au Android Awards 2025. Ah non, mais le produit est top, mais bon, les Samsung sont tout aussi top, donc Ouais. Et après ils sont aussi au même prix, effectivement. Ouais. Bah écoute, merci Sylvain pour ce test. Un test à retrouver sur frandroid.com. Un test complet, ouais, tout à fait, qu'on a publié cet après-midi. Ouais. 8 sur 10, c'est ça ? 9 sur 10. 9 sur 10, pétard. Ah oui, d'accord. Ouais. On est sur des excellents. Ils vont peut-être rejoindre le guide d'achat des meilleurs écouteurs. Ils vont rejoindre. Écoute, dès que Clément aura fait son travail, ça sera fait. Clément, si tu nous entendras, il fait. Et aujourd'hui, on le laisse tranquille. Clément, il est à. D'habitude, il écoute quand même. Disney, je crois. En famille, au calme. Voilà, moi, j'y vais samedi, mais pour le travail. Vidéo à découvrir bientôt sur numéro 1. Encore. Tu vas samedi pour le boulot, là ? Ouais. On va aller voir les robots Olaf. Oh, ok. Ça va être cool. Avec Alfred aussi, il y a une J'y vidéo. vais avec Théo Team à la vidéo. Donc on va voir le robot Olaf et on va essayer les nouvelles attractions, la Reine des Neiges. Donc il y aura des vidéos courtes sur Numérama, TikTok, Instagram, YouTube, tout ça. Ah, pas mal journaliste. Ça va être cool. Bah ouais, après c'est un samedi. Ouais, c'est le truc à prendre. C'est un samedi, les gars. Du monde, alors, ils ont pas c'est la partie Reine des Neiges est privatisée aux médias, donc ça va. Mais par contre, oui, il y aura du monde, je pense. Merci Apple Geek Actu pour l'abonnement Prime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, alors non pas, je ne vais pas vous forcer à vous abonner, mais au moins à nous follow. Un petit follow, ça nous fait toujours plaisir, ça nous donne de la force. On est en live presque tous les jours, 3 fois par semaine, soit avec une émission Unlock et 2 matinales, ou alors quand il n'y a pas d'émission Unlock, on est là 3 fois par semaine sur des formats matinales, souvent le mardi, mercredi, jeudi, de temps en temps le vendredi. Donc allez-y, n'hésitez pas à nous follow, ça nous fait plaisir. On va passer, mesdames, messieurs, à la dernière rubrique de l'émission, la dernière séquence, avec un petit jingle pour commencer, un petit jingle d'Expresso, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien le merci. Merci, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est fait. On va parler d'une petite polémique qui a éclaboussé OpenAI. Alors pour OpenAI, j'avais dit avant, je prononce à la française, c'est pas grave. Pour comprendre cette polémique, faut un petit peu regarder dans le rétroviseur, Nico, et faut s'intéresser à Anthropic, qui avait eu un deal avec l'administration Trump, et ce deal-là, il est un peu parti en cacahuète, si j'ai bien compris. C'est ça. La grosse question, c'est est-ce que ChatGPT a vendu nos données à l'armée américaine ? En tout cas, ce tweet-là, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Beaucoup un petit peu de théorie du complot avec attention, vos données ont été vendues. C'est un petit peu plus compliqué, comme tu l'as dit. En fait, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, il y a eu un accord entre Anthropic et le département américain de la guerre, donc le ministère de la Défense, en gros là-bas, pour pouvoir utiliser des modèles entraînés par Anthropic pour des raisons militaires, pour de la sécurité, pour de la préparation d'intervention, etc. Anthropic a eu le deal, c'est un petit peu passé dans l'indifférence, on n'en a pas énormément entendu parler à l'époque. Anthropic, pour rappel, c'est un des gros concurrents d'OpenAI, c'est le créateur de Claude, donc le concurrent de ChatGPT.
compliqué à suivre tout ce monde de l'IA, mais bon, globalement, il y a 4-5 gros acteurs à connaître. Le deal, du coup, est passé. À l'époque, Anthropic était un petit peu moins médiatisé qu'aujourd'hui, donc du coup, personne n'en a vraiment parlé. Il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, Anthropic a commencé à prendre position publiquement contre le ministère de la Défense, en disant que eux s'opposaient à des conditions mises par les États-Unis, notamment pour utiliser l'IA pour faire de la surveillance de masse, donc de la reconnaissance de personnes, analyser des flux en temps réel, ou pour contrôler des robots et des armes automatisées. Donc l'idée serait de pouvoir tuer des gens avec des drones pilotés par Claude, quoi. Donc du coup, thème un petit peu sombre, hein, évidemment. Sujet sensible, ouais. Ça a créé beaucoup de polémiques. La personne en face s'appelant Donald Trump et ayant du mal à désamorcer les polémiques, ça encore plus enflé, donc il s'est énervé publiquement contre Anthropic, il a appelé au bannissement d'Anthropic de toutes les agences américaines, et il réfléchirait même d'ailleurs ces dernières heures à faire interdire Anthropic et à voir comment il pourrait se venger parce qu'il n'a pas aimé l'affront public. Donc Anthropic est sorti du dossier, Anthropic s'est retiré de cette histoire. Divorce officiel, ils ont dit voilà, nous on fera pas, on s'en fout de perdre l'argent de ce contrat, on aura d'autres contrats, mais on n'a pas envie de faire ça. Donc Anthropic vraiment a eu c'est un peu, beaucoup l'ont comparé au moment Tim Cook, au moment où il y avait eu l'histoire de l'iPhone et du FBI, le fait de s'opposer publiquement aux autorités et du coup de prendre un gros coup de lumière qui leur a valu beaucoup de téléchargements. Ils ont été premiers sur l'App Store et le Play Store, je crois, entre Claude, donc ça a été un gros coup de boost. Et quelques heures après l'annonce d'Anthropic, eh bien notre ami Sam Altman de ChatGPT a annoncé on a signé un contrat avec le ministère de la Défense, on récupère le contrat d'Anthropic. Il n'y a plus personne, je vais y aller alors. Donc lui, il a vraiment foncé, ce qui n'est pas tellement étonnant quand on connaît l'historique. Il faut prendre en compte qu'Anthropic a été créé par des anciens d'OpenAI qui sont partis d'OpenAI parce qu'ils n'aimaient pas Sam Altman et que les deux se détestent. Ils ne peuvent pas se voir, donc il y a eu récemment une photo là en Inde au sommet de l'IA où tout le monde se tient la main sauf les deux, sauf Anthropic, OpenAI. Ils ne veulent pas ça se toucher. Donc bon voilà, il y a une petite guerre entre les deux. Et puis c'est là où on est parti dans une méga polémique sur les réseaux sociaux avec des appels à. J'ai adoré ce tweet, je l'ai cité dans mon article. Là, le tweet disait. Quelqu'un demandait c'est quoi l'histoire avec ChatGPT, pourquoi tout le monde dit qu'il faut supprimer l'application, et la réponse d'un mec très bien informé, ils ont vendu l'appli à l'armée américaine pour écouter les consommateurs, en gros, si j'ai bien compris la conversation. Oui, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Très bien informé. Ils ont dit qu'ils allaient fabriquer des modèles pour les besoins de l'armée américaine. Ça veut pas dire que ces modèles vont servir à nous surveiller nous. Ça veut dire que ces modèles vont servir à aller faire la guerre ailleurs. Il y a quand même un problème éthique. Et ça veut pas dire que, ça veut pas dire que les données avec lesquelles tu échanges GPT vont se retrouver aussi dans le giron de l'armée américaine. Elles vont. En fait, est-ce que c'est pas déjà le cas ça ? Est-ce que si demain le gouvernement américain demande à OpenAI des choses, il y aurait des ouvertures comme ça. C'est un peu comme tout. Ils peuvent se servir de ces données-là, mais en tout cas, tes données de toute façon servent aussi à l'entraînement, à plein de choses. Donc là, tu peux le désactiver. Et vaut mieux le faire. En Europe si tu veux être tranquille. Mais juste une précision importante. OpenAI a précisé ensuite, après le début de la polémique, que eux avaient une clause avec l'armée américaine pour ne pas servir aux armes et pour ne pas servir à la surveillance de masse. Donc en gros la même chose qu'Anthropic, sauf que là ça aurait été accepté. Donc il y a toute une zone de flou, on ne sait pas exactement ce qui a été accepté, on ne sait pas sur quoi porte l'accord, mais ça a valu beaucoup de désinscriptions à ChatGPT alors que le service traverse déjà une petite tourmente. Il y a une grosse zone de flou en ce sens où pourquoi et en quoi le gouvernement américain accepterait de deal avec OpenAI sans pouvoir exploiter OpenAI pour la guerre, voilà, je mets vraiment dans un grand mot, en sachant que Anthropic c'est justement retiré à cause de ça. Donc le gouvernement américain n'a pas d'intérêt à dire oui toi on prend avec le même deal qu'Anthropic. Il y a un petit peu anguille sous roche dans tout ça, j'ai l'impression quand même. Il y a deux possibilités et sans doute une vérité entre les deux. Soit OpenAI ment et il a accepté de faire des choses, soit le gouvernement américain était tellement dans une question d'honneur qu'ils ont décidé de défoncer Anthropic publiquement parce qu'Anthropic leur a manqué de respect dans des communiqués, mais que finalement ça leur allait l'accord. Moi je pense que c'est un peu entre les deux. OpenAI a dû dire on veut des garde-fous, on veut pas être associé à ça, mais OpenAI a certainement pas fermé la porte à faire des modèles conçus pour piloter des robots par exemple. On peut dire, je sais pas, admettons, là je suis en train complètement de faire des hypothèses, mais on peut écrire qu'on autorise la création de modèles pour des robots et ne pas dire on autorise la création de modèles pour des armes. Mais si ton robot il a un flingue,
c'est une arme, tu vois. Donc c'est aussi la subtilité est peut-être dans les éléments de langage. Il y a souvent ces termes qui reviennent, surveillance de masse. Il y a quand même une ombre un peu qui plane au-dessus de tout ça. C'est plutôt une ombre qui rappelle l'époque de la NSA. Ouais. Et cette grande polémique qu'il y a eu à l'époque. Et est-ce qu'aussi il n'y a pas une peur plus ou moins légitime de retomber un peu dans cette dynamique-là, dans cette tendance qui finalement a explosé au grand jour à l'époque et qui était réelle, quoi, qui était véritable. Ouais. Mais on l'a pas su tout de suite, quoi, tu vois. Alors c'est ça le délire. Oui, on l'a pas su tout de suite, mais aujourd'hui on sait que ça existe tout ça. Enfin, je dis souvent, ne dites pas dans des réseaux sociaux ou dans des ChatGPT des secrets de famille parce que ils ont beau protéger votre vie privée. Le trésor familial. Je suis le premier à utiliser l'IA générative pour tout, pour des problèmes dans ma maison, alors en envoyant des documents, des devis, des factures, tout ça, mais parce que c'est pratique. Mais la réalité, c'est que si on a une donnée très confidentielle, la seule chose fiable, c'est le local. C'est pour ça que des machines comme le Mac Mini dont on parlait tout à l'heure sont autant appréciées des gens. C'est qu'elles traitent tout ça en local et la capacité de cette technologie en faisant des choses en local permet en effet d'avoir une vraie vie privée, mais tout ce qui passe par des serveurs qui plus est avec des entreprises américaines, il y a des lois, il y a le cloud américain, on sait très bien qu'il a beau être hébergé en France, il répond quand même aux lois américaines et que les lois américaines ne sont pas du tout pro-liberté, contrairement à ce que certains Américains prétendent. Donc oui, il y a ces risques-là. Maintenant, toujours la question, balance risque. Enfin, est-ce que ChatGPT vous apporte plus que ce qui risque de vous enlever si vos données tombaient dans les mains de publicitaires ou autres? À vous de voir, mais quand on utilise un service web, il faut le faire en sachant que les données, elles sont pas privées, elles sont jamais privées. Il y a quand même quelques services d'IA qui fonctionnent en local, voire effectivement au niveau européen en tous les cas, en Suisse par exemple, où on sait que les entreprises s'engagent à ne pas véritablement pas diffuser les données à d'autres à des sociétés commerciales pour exploitation future. Totalement. Il y en a quelques-unes, mais malheureusement, elles passent sous les radars parce que personne n'en parle, évidemment. Donc, il y en a 4 ou 5, je crois, de mémoire, j'aurais pu les citer. Mais en tous les cas, ça existe. Donc, si on cherche un tout petit peu, il y a des IA qui fonctionnent en local juste sur votre ordinateur qui peuvent quand même vous apporter des réponses à certaines de vos questions. Le local, c'est la seule solution. Parce que pour le coup, tout est vraiment local. Après, les entreprises qui disent, nous, on a une politique là-dessus, admettons que ce soit vrai. Moi, je les crois. Enfin, sincèrement, je fais partie des gens qui pensent que les géants du web ne sont pas des méchants qui veulent que nos données. Ils ont intérêt à les collecter de temps en temps, mais quand il y a un message pro-vie privée, souvent ils veulent le faire. Le truc, c'est que c'est jamais à l'abri, et on le sait bien en France, d'une faille après, oui. C'est-à-dire que si l'entreprise de santé dit vos données, on les exploitera jamais, mais qu'elle est piratée et que du coup toutes tes données de santé sont piratées, à la fin tes données de santé, tu leur as donné, donc du coup elles sont vulnérables. Donc le meilleur moyen de pas avoir de problème avec ces données, c'est de pas les donner. C'est simple. Voilà, on avait dit. Mais après, je ne vous dis pas pour autant qu'il faut pas utiliser les grands services. Moi, ChatGPT, Gemini, ça m'apporte beaucoup dans mon travail, dans ma vie perso. Peut-être qu'un jour il y aura une méga faille et que je serai très énervé parce que j'aurais perdu des données confidentielles. Mais aujourd'hui, je prends ce risque-là sur certaines choses parce que c'est pas mal. Et il s'est passé quand même un truc inédit. Il y a eu une vague massive de désinstallation de GPT, si j'ai bien compris. Oui. C'était assez violent. Il y a eu un appel au boycott qui a été suivi de désinstallation de ChatGPT et d'installation de Claude. Et tout ça tombe dans une période compliquée pour ChatGPT. Ils sont sur une pente ultra croissante depuis leur début. Mais toujours pas rentable. Ils sont toujours pas rentables, mais ça à la limite, c'est pour un service qui a 3 ans, c'est normal. Dans la tech. On peut se poser les questions sur le modèle économique. Comment ils vont faire pour être rentables maintenant, parce que pour l'instant, rien ne suggère. Google s'en fout de perdre de l'argent de son côté. Ils ont d'autres sources de revenus. Mais... Google s'en fout de perdre de l'argent, alors qu'eux, ils installent des serveurs et ils font des requêtes qui coûtent une fortune. Mais ils sont pas dans une bonne forme. Ils ont des concurrents qui sont de plus en plus forts. Ils ont une croissance qui plafonne à 900 millions d'utilisateurs. C'est énorme, 900 millions d'utilisateurs. Mais ils étaient pas loin du milliard et ils pensaient qu'ils le feraient avant la fin d'année et ils le font pas. Pour l'instant, ils arrivent pas. Je pense que, je te dis ça, mais s'il faut demain avoir un communiqué de ChatGPT, on est à 1 milliard parce qu'ils sont pas loin et quand tu parles avec eux, ils te disent on approche du milliard. Ils attendent, dès qu'ils vont faire 1 milliard, ils vont l'annoncer. Ils vont pas être loin. Mais en tout cas, il y a eu un ralentissement, ce qui est normal. T'arrives à un sommet.
t'as Gemini qui est devenu meilleur, t'as Claude qui fait une communication et qui est très fort, très fort sur les développeurs, mais qui maintenant arrive petit à petit à toucher le grand public. Je vois de plus en plus de tweets de gens qui disent ah ouais, depuis que j'ai essayé Claude, plus jamais j'utiliserai ChatGPT. Complètement exagéré. Hein, les gens qui ont l'impression que Claude à des années-lumière de ChatGPT se trompent. C'est mieux sur certains usages, ChatGPT est mieux sur d'autres, Gemini est mieux sur d'autres. Ils se rattrapent les uns les autres. Et chacun se rattrape d'un truc à un autre. Mais en effet, Claude est un très très bon service et ChatGPT est en train de perdre son moment vedette. Maintenant, c'est comme l'iPhone 17 dont on parlait tout à l'heure, on a beau nous connaître tout ça et savoir que ChatGPT n'est pas forcément le meilleur en tout. Pour beaucoup, l'IA générative c'est ChatGPT et ça le restera. Ils sont cette entreprise-là. À jamais les premiers un peu. À jamais les premiers, totalement. Et du coup, moi je suis pas tellement inquiet pour eux. Par contre, c'est sûr que là ils ont enchaîné une vague de polémiques. Pareil, le lancement de la publicité qui est absolument logique. Enfin, c'est évident que t'as besoin de publicité pour monétiser un truc comme ça. Mais par contre, ils se sont fait passer pour les méchants face à un Google et à un Anthropic qui disent ah mais la publicité, nous jamais. On en reparlera. Déjà, on en reparlera. On en reparlera, mais par exemple, quand on s'appelle Google, c'est facile. Gemini, c'est ce qu'on appelle un projet de développeur expérimental. Ils s'amusent avec Gemini. Donc oui, c'est plus simple. Effectivement, Google a tellement d'autres sources de revenus qu'effectivement, ils peuvent laisser encore un petit moment ce projet se développer tout seul. Je vous invite à aller voir la vidéo de Léo Duff qui a parlé un peu de tout ça d'il y a 3-4 jours, un truc comme ça, qui est superbe comme d'hab. Je sais que Numérama aussi, vous en avez beaucoup parlé sur le site, c'est pour ça aussi qu'on en parle. Et du coup, ça collait bien aussi à l'actualité. Et cette vidéo de Léo, elle est vraiment cool. Elle est toujours aussi intéressante Léo, dans l'écriture, etc. Donc allez-y les yeux fermés. C'est quand même assez cool. Merci Nico pour le petit point sur cette polémique. On va suivre tout ça. De toute façon, j'imagine que c'est un peu une petite saga, quoi. Tout ça va continuer. L'IA générative, c'est une saga quotidienne depuis 3 ans. Tous les jours, il se passe un truc. C'est hallucinant. On est d'accord. Ouais. C'est la fin de l'émission, les amis. C'est la fin de l'émission. Plus petite émission aujourd'hui. Pour être très honnête, Omar devait être avec nous. On devait faire un gros comparatif entre le S26 Ultra et l'iPhone 17 Pro Max. Mais Omar n'a pas pu se joindre à nous pour un brief très important. Donc, il est où comment ? Il est où ? Il est rentré chez lui, je pense là. Il était en brise, donc là, c'est pas très grave, mais on vous réserve ça, voilà, au chaud pour une autre émission. Pas de MacBook Neo, ça sera dans 2 semaines, Poupipou. Promis, dans 2 semaines, ça sera Hugo avec nous en plateau pour parler du test du MacBook Neo. Il sera normalement déjà publié sur Frandroid d'ici là, on va voir. En tout cas, il va pas tarder à le recevoir. Donc, on va parler du MacBook Neo, mais dans 2 semaines, voilà, on y va, voilà, on égrène petit à petit les sujets, on y va tranquille, on fait monter la sauce comme on dit. Et je fais ma pub, nous on a le test YouTube du MacBook Neo qui est disponible sur la chaîne de Numérama si vous voulez, donc en 2 parties, d'abord à qui ça se destine, deuxième des benchmarks, du gaming, des tests techniques pour répondre à toutes vos questions. Ok, intéressant, allez voir sur la chaîne de Numérama. 2 semaines mais c'est long, mais oui, mais patience et maître de chez. C'est quoi le terme ? Je sais rien, mais en effet, c'est bien de prendre le temps de tester ces machines, donc ça sera cool d'avoir un recul d'Hugo sur 2 semaines de MacBook Neo. Ouais, ça va être sympa. On va faire pas mal de bench aussi, ça va être très cool. À quand un survolté, vu comment ça bouge en voiture électrique ? Mais alors, je l'avais dit en émission, on a arrêté les émissions. Non, je l'avais dit en matinale, on a arrêté les émissions survoltées. On était passé en mensuel, puis on les a arrêtés pour des enjeux, notamment logistiques et de ressources humaines. On est une petite équipe survoltée, c'est compliqué de tenir une émission tous les mois. Avant c'était bimensuel, mais même tous les mois, avec du coup aussi des gens qui sont pas forcément à Paris. Donc du coup on a pris le choix d'arrêter l'émission pour le moment. On verra ce qu'on en fera plus tard. La chaîne YouTube survoltée continue, il y a plein de tests statiques, mobiles avec la team survoltée. Et on a énormément de boulot. Il faut se rendre compte que le milieu de la voiture électrique presse, c'est un milieu qui bouge sans cesse. Je pense que entre la tech la tech et la voiture électrique, il y a beaucoup plus de VP et de voyages, de tests de voiture électrique que de. Surtout qu'ils sont plus longs et forcément. C'est plus long. À l'autre bout du monde pour voir des paysages magnifiques. Nous on va dans des laboratoires. Voilà, mais nous on reçoit les téléphones ici pour aller tester une bagnole. Souvent ça va en Espagne, en Italie, en Chine, un peu partout quoi. Et et quand tu regardes Robin Numérama, il bouge tout le temps. Je regarde, sur notre outil, je regarde un peu les plannings de tout le monde pour voir qui est quand pour les émissions. C'est des gros plannings l'auto. Putain, mais je vois là Robin
toutes les semaines, il est en déplacement, quoi. Et parfois, le bon JB de Survolté, c'était quand? C'était en septembre, en octobre. Je l'ai pas vu pendant un mois, quoi. Il était non-stop. Donc c'est compliqué de faire des émissions et en même temps que l'émission a du mal à cohabiter avec le planning éditorial de Survolté, en sachant qu'on est une petite équipe aussi. Si on était 12, évidemment, c'est facile de faire des émissions, mais c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'arrêter pour le moment temporairement les émissions Survolté. On verra ce qu'on en fera. La chaîne YouTube subsiste encore, évidemment. Elle est alimentée régulièrement, donc allez sur la chaîne YouTube de Survolté si vous voulez des tests de voitures électriques. Donc ça c'est sympa. Pour le reste du programme de la semaine, ça sera rendez-vous, non pas demain, mais vendredi, avec JB pour une matinale. Bah tiens, voilà, on va parler bagnole. Voilà. Avec JB, on parle Survolté, on en parle un peu aussi finalement du coup sur la chaîne YouTube Unlock, parce que c'est rediffusé après sur Unlock. Donc on va parler bagnole électrique avec JB, 9h30. Tu vas parler de Renault ouais, je pense qu'il va y avoir du Renault. J'ai vu que ça a carburé là sur les news Renault. J'ai pas tout lu, je vais être honnête. Mais voilà, rendez-vous vendredi à 9h30. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci les gars pour l'émission. Merci à toi. C'était cool le petit trio là comme ça, c'était sympa aussi, ça change un peu. Bon voilà. Bon, des bisous. Des bisous tout le monde. À très vite. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao.